Devenir influenceur ou influenceuse, voici donc un beau projet de métier. Ou pas. Je fais ce petit podcast. Je vais vous lire en fait un article où les gens parlent, le journal parle de devenir influenceur, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça marche et tout. Et vous savez que parmi tous les gens que vous suivez, je suis peut-être et probablement celui qui a le moins sa langue dans sa poche et qui est le plus critique envers mon propre métier. Même si je me considère pas influenceur, mais plus créateur de contenu, je trouve que le terme influenceur maintenant a été totalement dénaturé par l'abus des influenceurs de télé-réalité et tout, dont j'ai traité. D'ailleurs, j'ai traité ce sujet dans un podcast précédent. N'hésitez pas à aller le voir. Allez le regarder, l'écouter, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, en 2022, beaucoup de gamins, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, je veux devenir Squeezie, je veux devenir Michou, je veux devenir influenceur, machin et tout ça. Ça laisse penseur quand même, parce que je trouve que ce métier, parce que c'est un métier tout de même, ne renvoie pas la réalité en fait de ce que c'est, déjà par les personnes qui le pratiquent, qui vous partagent des vies luxueuses, des trucs comme ça, alors que en fait c'est pas toujours comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont pas aussi simples que ça. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses cachées, des choses qui sont gardées secrètes pour pas ternir un peu cette image, voilà. Mais bon, j'ai déjà traité ce problème de toute façon dans la vidéo que je vous ai dit précédemment au podcast. Donc en quoi consiste ce métier d'influenceur ? Donc je lis l'article, qu'est-ce qu'un influenceur ? Actif sur les réseaux sociaux, l'influenceur poste des stories, des vidéos, des publications sur Insta, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat. Même sur le réseau social professionnel LinkedIn, quelques personnalités influencent toute une communauté de followers. Le rôle d'influenceur est de donner envie de s'intéresser à un sujet. Très bien. Ou un produit, grâce à un contenu de qualité. Bon, déjà, je considère pas que je suis un contenu de qualité, de toute façon. Un influenceur peut donc sensibiliser sur l'environnement. À coup de dizaines de milliers d'euros payés par des boîtes, hein, bien sûr, parce que c'est comme l'histoire, il y a quelques années où, je sais plus quand, j'avais reçu une proposition de collab, pas pour ma chaîne, où en fait, il fallait faire une pub pour Action contre la faim, mais c'était payé genre 1500 balles. Genre, quoi ? La mode, la beauté green, ainsi que le féminisme, par exemple. Seigneur Dieu. La différence entre un macro-influenceur et un micro-influenceur réside dans le nombre d'abonnés, ce qui est logique. Le macro-influenceur a plusieurs milliers, voire millions d'abonnés, tandis que le micro a une petite communauté. La barre communément admise se situe avant 10 000 abonnés. Sous ce chiffre, l'influenceur pourra faire valoir sa fine connaissance d'une communauté bien ciblée. Ainsi, le chiffre d'affaires d'un influenceur est plus important quand son positionnement est clair et défini. De fait, une communauté de niche aura plus d'intérêt pour une marque dans la mesure où elle facilite le ciblage. Par exemple, une marque de chaussures de sport pourra cibler une communauté d'athlètes faisant appel à un influenceur spécialisé dans le domaine. C'est pour ça que tous les influenceurs ne se valent pas. Et ça dépend aussi beaucoup de choses. Moi, je suis des youtubeurs, des créateurs de contenu qui sont dans un domaine très très précis et les collabs qu'ils font, c'est dans un domaine très très précis. Un influenceur qui a 10-20 000 abonnés mais qui parle à une communauté qui est passionnée par l'aéromodélisme, si demain il vient faire une pub sur l'aéromodélisme, il aura plus de chances de toucher sa communauté qu'un influenceur qui a 500 000 abonnés et qui fait du vlog ou quoi que ce soit. La frontière entre micro et macro-influenceur peut aussi dépendre du nombre de réactions sur les publications. En effet, sur Twitter, par exemple, les réponses suscitées renforcent la valeur d'une publication. Sur Instagram, en revanche, c'est le contenu visuel qui prime. Oui, ça s'appelle le taux d'engagement, tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Quand tu travailles avec des agences et tout ça, tu dois fournir généralement un kit média. Un kit média, c'est en fait une plaquette informative où tu mets tous tes réseaux, combien d'abonnés t'as et le taux d'engagement qui en fait reflète un petit peu la bonne santé de tes réseaux sociaux. Un bon taux d'engagement garantit généralement un meilleur rendement pour une publicité. Tandis qu'un mauvais taux d'engagement pourrait laisser penser que le rendement sera très faible, ou alors, au contraire, que le compte est issu d'abonnés achetés, parce qu'il y en a qui achètent des abonnés, hein, ça existe partout, hein, de toute façon. Il y en a beaucoup qui achètent des abonnés. J'en ai déjà fait d'ailleurs des vidéos là-dessus, donc je vais pas revenir dessus ou quoi que ce soit. Mais voilà, on a toujours un taux de base en fait qui donne un petit peu la bonne santé d'un contenu. Je suis en train de regarder justement le calcul du taux d'engagement sur les réseaux sociaux, etc. Bon, moi je poste très très peu. Ils disent voilà, un taux d'engagement de moins 1%, c'est un faible taux d'engagement. Et là tu te dis, soit sa communauté est très peu active, ou alors, il y a beaucoup de gens qui ont été achetés. Entre 1 et 3%, c'est un taux d'engagement qui est moyen, voire bon.
Entre 3 et 6%, c'est un taux d'engagement qui est élevé, et au-dessus de 6%, c'est très élevé. Il peut y avoir des influenceurs qui ont 50 000 abonnés et qui ont un taux d'engagement qui est très élevé, comme il peut y avoir des influenceurs qui ont 5 millions d'abonnés et qui ont un taux d'engagement qui est très faible. Donc là, je vais regarder moi, je suis quoi, combien? Je vous dis, moi, je poste très peu. Alors, je suis très suivi en story Instagram, parce que ça fait quand même des années que je travaille là-dedans, donc je sais reconnaître les chiffres et tout ça. Mais je sais pas si j'ai un bon taux d'engagement ou pas. De toute façon, je fais pas de collab sur Instagram de toute manière, donc moi c'est plus sur YouTube. Bon là, ça tourne. Je viens de faire le calcul de mon taux d'engagement, mais ça met énormément de temps. Est-ce que ça serait pas AdBlock qui bloque le truc peut-être? Je ne sais pas. Attendez, je remets. Bon, bah je vais me remettre. Alors, YTB. Allez, génère. Bon, écoutez, il calcule. Je sais pas quand ça sera fait. Bref, le métier d'influenceur, avantages et inconvénients. Voici une liste non exhaustive des multiples avantages à être influenceur. Vivre de sa passion, comme beaucoup de métiers où t'es passionné. Organiser son temps de travail de manière autonome, comme quand t'es patron. Avoir un réel impact sur sa communauté d'abonnés. Jouir d'un succès positif. Recevoir des produits ou bénéficier de services offerts. Faire des rencontres et voyager. Ouais, alors vivre de sa passion, oui, je suis d'accord. Je continue d'essayer de calculer mon taux d'engagement, ça ne marche pas, hein. Attendez, je vais faire un autre site, parce que bon, les sites, ils ont tous le même algorithme. Alors, voilà, je suis dessus, non, je veux pas m'inscrire, dégage. Calculer l'engagement. Ah, putain, faut que je m'inscrive. Oh, ils sont chiants. Voilà, je me suis inscrit, donne-moi mon taux d'engagement, maintenant. Alors, j'ai un taux d'engagement de 4%. Oh, ça va, donc je suis dans le bon. Je suis dans du bon, très bien. C'est bien. Mais comme je vous ai dit, je poste très peu sur Instagram, donc ça m'étonne même pas, parce qu'il faut poster très régulièrement et tout ça. Donc ouais, vivre de sa passion, ouais, organiser son temps de travail, oui, comme beaucoup d'entrepreneurs quand ils sont tout seuls. Avoir un réel impact sur sa communauté d'abonnés, oui, c'est vrai que c'est toujours valorisant. Comme j'ai dit, de toute façon, il faut être un tantinet narcissique pour être créateur de contenu, il faut aimer être regardé et tout ça. Jouir d'un succès positif, oui, mais c'est relatif, encore une fois. Recevoir des produits et bénéficier de services offerts, oui, et c'est ce que je trouve un petit peu abusé, c'est que plus t'as d'abonnés et plus t'en envoies des produits, et au tu sais même plus qu'en faire, quoi. Néanmoins, il y a des inconvénients à ne pas négliger. Mes chers futurs influenceurs, difficulté à trouver des partenaires. Il faut pas chercher. Moi, je ne cherche pas de partenaires. Ça veut dire que je vais pas aller contacter des marques et tout ça. Je l'ai déjà fait pour d'autres chaînes, mais je vais pas chercher à contacter des marques et tout ça parce qu'en fait, déjà, je fais pas beaucoup de partenariats et je trouve ça un petit peu malsain en fait. Je préfère qu'une marque vienne me contacter d'elle-même en fait. Ne pas gagner beaucoup d'argent en début de carrière. Déjà, qu'est-ce que la carrière d'un influenceur? Ça peut aller très vite, hein. Négativement comme positivement. Donc ne pas gagner beaucoup d'argent, bah c'est comme en fait n'importe qui se lance dans un business en fait. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Un entrepreneur qui vient se lancer, c'est jamais facile non plus, hein. Des publications chronophages postées prend du temps. Ça me fait délirer parce que c'est tout d'un entrepreneur. Mais au début, t'es obligé de cravacher comme un cinglé. Moi, j'ai lancé des projets quand j'avais lancé mes sites internet en 2013, mais j'ai passé des journées, des nuits à bosser sur les sites internet. Bien sûr que c'est chronophage, mais ça me fait délirer, quoi. Oui, en gros, ils essaient de dire que c'est pas aussi facile que ça, quoi. Difficulté à maîtriser son image. Ah oui, ça c'est vrai. C'est compliqué de maîtriser son image parce qu'on a trop vite tendance, et c'est compréhensible, hein, on a trop vite tendance à se laisser influencer par ce que les gens ils veulent pour faire ce qu'ils veulent. On se laisse trop influencer à faire des choix parce que les abonnés veulent que tu fasses ce choix. Et tu te laisses trop vite aussi influencer à changer ton image ou ton comportement parce que c'est ce que les abonnés attendent de toi. Et ça, par contre, c'est très compliqué. Et je pense que ça relève carrément du domaine psy. Et d'ailleurs, j'avais une psychologue qui m'avait contacté pour faire un petit questionnaire vis-à-vis du métier de youtubeur il y a quelques temps. Et j'avais répondu et j'avais vraiment apprécié ce sujet et ce questionnaire parce que ça m'a permis de m'exprimer aussi, comme je le fais là en podcast, sur la réalité, en fait, d'être youtubeur ou influenceur. Avoir des haters, être victime de cyberharcèlement, coucou, je sais, je suis au courant, et être reconnu trop souvent dans la rue, risque psychologique, avoir l'impression de vivre dans un monde uniquement virtuel, dans une façade permanente. Oui, quand t'éteins la caméra, que tu publies tes vidéos, bon, tu restes entrepreneur. Avant d'être influenceur, t'es entrepreneur. Donc c'est du travail quasi quotidien, 7 jours sur 7, c'est tout le temps. Voilà, c'est comme ça, ça marche comme ça. À part, voilà, pour certains influenceurs qui bossent vraiment à 100% avec des agences qui gèrent tout, à leur place et tout, bah, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, hein, pas de problème. Mais généralement, tu dois tout gérer, la compta, l'admin, les rendez-vous comptables, toutes ces conneries.
Et quand tu sors de tout ça, t'as envie peut-être de respirer, de te dire, voilà, j'ai pas envie de penser à ça. Et quand t'es vraiment trop connu, alors moi, bon, ça m'arrive pas, on croise des gens une fois de temps en temps, ah, Adrien, Laura, ou quoi que ce soit, ça va, c'est light, tu vois. Mais je comprends que pour des influenceurs beaucoup plus importants, ça doit être quand même lourd un petit peu. Après, c'est un choix, les gens vont dire, oui, mais c'est un choix qu'il a fait. Oui, mais le problème, je trouve, c'est que c'est comme quand on me parle de mon métier, que je parle avec des gens, ah là, ouais, tu fais ça, t'es influenceur ou youtubeur, machin, etc. Et qu'on me dit, ah là, moi je trouve ça bien, ou ah là, ça doit être bien et tout. Et à chaque fois, je dis, oui, mais c'est pas si facile que ça, et c'est pas si pratique que ça. Enfin, c'est pas si pratique, mais c'est pas si cool, quoi. Et du coup, moi, je ramène toujours les gens à la réalité, hein. Même des ados, je sais pas, des copains Malone ou autre, ah, j'aimerais bien, moi, être youtubeur et tout. Ouais, mais attention, c'est pas que du positif, hein. Comme dans tous les métiers, hein, je dis pas que c'est le plus dur métier du monde, absolument pas, loin de là, mais c'est pas que du positif, il y a énormément de choses à prendre en compte. Ensuite, pour devenir influenceur, alors il faut s'intéresser enfin, faut trouver une thématique, une niche, en gros, si tu veux. Donc la beauté, la musique, la danse, la gastronomie ou la mode. De toute façon, tu peux, pour moi, devenir influenceur ou influenceuse en 2022, surtout en 2022, tu le deviens par un concours de circonstances. C'est pas, en fait, la probabilité de devenir réellement, de percer, comme les jeunes disent, j'ai 34 ans, je me sens vieux maintenant. La probabilité de percer est devenue vraiment infime, tant les créateurs sont nombreux et que les réseaux sociaux sont nombreux. Regarde TikTok. Hier, je regardais un TikTok et tout, et j'ai vu que la personne avait 13 000 abonnés. Et en fait, 13 000 abonnés sur TikTok, c'est pas méchant, mais c'est pas grand chose. C'est pas grand chose du tout, parce que sur TikTok, la viralité est tellement importante que tu peux très vite faire le buzz, gagner plein d'abonnés, mais ça ne reflète finalement pas grand chose, parce que sur TikTok, les revenus sont très faibles. Et puis, les gens, après, ils passent vite à autre chose, tu vois. Ils passent plus de temps dans les pour toi que dans les abonnements que t'as. Donc, c'est pas forcément facile. Donc, voilà, de nos jours, quelqu'un qui devient influenceur ou influenceuse, c'est par un concours de circonstances. Une émission de télé-réalité, principalement, on le voit de toute façon avec tout ce qui se passe à la télé en ce moment. Ou alors, vraiment une niche bien choisie, une collaboration avec un autre youtubeur, être pistonné, des trucs comme ça. Je pense que c'est plus par là que ça passe. Des concours aussi, comme FantaXU, qui a révélé certains youtubeurs comme Mastu, Joyka, etc. Peut-être. Mais voilà, c'est plus ça. Quel est le salaire d'un influenceur ? Le salaire d'un influenceur varie selon la taille de sa communauté. Il est donc difficile d'établir un salaire moyen pour le métier d'influenceur, dans la mesure où ce dernier varie en fonction de son suivi. C'est logique. De manière générale, il est bon de retenir que cependant qu'un influenceur opérant un secteur où les enjeux commerciaux sont importants, il gagnera souvent plus d'argent. Bah, logique. Le dialogue entre un influenceur et sa communauté joue un rôle important dans sa rémunération. Les marques auront tendance à contacter les influenceurs les plus compatibles avec un discours grand public. Ouais, donc lisser ton discours. Quand une société s'associe à un influenceur, elle met en jeu son image de marque, ce qui est important. Pour ça que sur Twitter, ils l'ont bien compris, c'est qu'en contactant les marques avec qui je bosse, ou quand ils contactaient les marques avec qui Maëva bossait, parce que ça fait pas 2 ans que ça existe, hein. Ça fait déjà depuis des années que le harcèlement existe, hein, c'est pas nouveau. Mais c'était le cas, c'était de remettre en cause l'image de marque par des messages de masse envoyés à la marque, etc. En définitive, la subtilité du travail de l'influenceur réside dans sa capacité à se démarquer tout en restant accessible aux enjeux de marketing et de communication des marques. C'est vrai, les dernières souhaitent atteindre un public précis, plus la communauté engagée par un compte sera facilement définissable, plus l'influenceur pourrait aisément monétiser ses publications. Exactement, c'est pour ça que dans le kit média, c'est important de dire d'où vient la communauté, de combien de pourcentage de femmes est composée. Moi je sais que ma communauté c'est 90% de femmes adultes, souvent mères de famille, et ça je mets ça en avant, quand on me contacte pour une collab, je dis voilà c'est des mères de famille, etc. La formation pour devenir influenceur, côté études, il n'existe pas de formation. Mais vous pouvez tourner vers des études de marketing communication digitale, absolument. L'influenceur doit connaître et pratiquer le content marketing, la community management et surveiller sa e-réputation. Alors moi, ma e-réputation, elle est au ras des pâquerettes, mais je m'en bats les couilles. Il existe une multitude de formations dans ce domaine, des offres de stage et d'emploi en communication ne manquent pas, c'est vrai. Il est également possible de valoriser un talent, un intérêt artistique particulier, la danse, la musique, etc. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des écoles d'influenceurs ? Aucune école ne forme actuellement au métier d'influenceur, et fort heureusement. Néanmoins, la formation à la création de contenu et la gestion de communauté sont les plus spécialisées. C'est vrai. Que ce soit dans le cadre des cours classiques ou 100% en ligne, elle propose aux étudiants d'obtenir un diplôme tout en approfondissant leur contenu du métier d'influenceur. Écoutez, on a fini cet article. En règle générale, je suis plutôt d'accord avec cet article, même si c'est largement survolé, et ce que je peux comprendre que ça soit survolé. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, être influenceur ou devenir influenceur, ça sera quasiment par un concours de circonstances.
plutôt que par une réelle percée, quoi. De nos jours, c'est très compliqué, on le voit bien, moi, avec ma chaîne YouTube, ça fait 2 ans que je crée du contenu. Si je l'avais créé il y a 4-5 ans, les vlogs étaient bien plus tendance, et j'aurais peut-être eu plus d'abonnés. Là, actuellement, je stagne au même nombre d'abonnés, parce que je sais que j'ai un contenu de niche et les vlogs et les facecam, et si je ne sors pas de ça, de toute façon, je n'augmenterai pas, et même si j'essaie d'autres choses, j'ai déjà essayé d'autres choses, bah ça ne fonctionne pas vraiment non plus, parce qu'il y a tellement de créateurs de contenu que c'est comme ça, de toute façon. Et c'est bien pour ça qu'on voit à l'heure actuelle, voilà, les vlogueuses ou vlogueurs que je suivais, dont je regardais les statistiques il y a encore quelques années, Journal d'une maman, Allô maman, tous ces trucs-là et tout. Bah, je suis allé voir l'autre jour, par curiosité, voir un petit peu comment fonctionne le nombre de vues, et tu te rends compte, voilà. Alors attention, ce que je dis, c'est pas de la médisance, je ne critique pas. Voilà, je suis sorti de tout ça, de cette guerre et tout. Mais Journal d'une maman, 141 000 abonnés, on voit qu'elle fait environ 3 000, 4 000, 7 000 vues par vlog, 7 000, 9 000, 3 000, 9 000, 8 000, 6 000. Alors ça dépend, il y a des vlogs, il y a des facecam, ça dépend en fait, des recettes de cuisine. Mais voilà, ça, pour 140 000 abonnés, les vues ne sont pas oufissimes. Comparé à l'époque, où quand je regardais leurs statistiques, donc là, moi je vais prendre une autre, parce que du coup on va me dire, ouais mais tu t'as critiqué une nana. Là je vais prendre Allô Maman, elle a 327 000 abonnés, je sais même pas si elle fait encore des vidéos, bah si, elle fait encore des vlogs. Voilà, 327 000 abonnés, elle fait 6 000, 7 000, 9 000, 5 000, 5 000, 6 000, 12 000, 6 000, 9 000, 14 000, 7 000, 50 000, là, un Oustour, bah oui, 50 000, oui, 12 000, 3 000, donc on voit que, voilà, avec 327 000 abonnés, il y a eu une forte chute des vues, provoquée par un effet de mode, tout simplement. C'est pas que les gens, ils aiment plus, c'est que les gens, ils ne regardent plus. Et moi, c'est pareil, mes vlogs, je tourne aux alentours de 6, 7, 8, 9, parfois 10, 11, 12, ça dépend, en fait, des vidéos que je fais. Mais voilà, il y a des gens qui me rabâchent, t'as vu, ton nombre d'abonnés s'est cassé la gueule. Mais c'est comme ça, en fait. C'est pas parce que le nombre d'abonnés s'est cassé la gueule, c'est parce qu'on fait de la merde, en fait. Je pense que ces youtubeuses que j'ai citées avant produisent toujours un très bon contenu, sûrement bien meilleur que le mien, parce que voilà, moi je fais beaucoup plus de contenu, donc je peux pas m'atteler davantage sur vraiment c'est pas que je fais de la merde, mais je peux pas faire plus de qualité que ce que je fais actuellement avec le rythme. Mais ces nanas là et tout, elles ont une chute de vue alors qu'elles sont restées pareilles. C'est juste que les gens en fait ils se lassent et ils passent à autre chose. Et surtout la mode de YouTube va très très vite, on le voit. Hein. Il y a eu la mode des hand spinners, il y a eu la mode de ci, il y a eu la mode des vlogs, la mode du paranormal. Paranormal c'est pareil. Il y a eu une grosse effervescence du paranormal et tout. Et là depuis quelques années, bah les gens s'y intéressent un peu moins. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est le contenu qui varie et qui c'est pas les influenceurs qui changent ou les youtubeurs, c'est la communauté qui change et c'est tout à fait normal et c'est sain, ça veut dire qu'il y a une boucle qui se fait et ça tourne, faut pas en vouloir en fait aux gens. Moi quand je regarde mes stats de vlog et que je vois bah le dernier vlog, je sais pas là, je suis à combien? Mon dernier vlog, je suis à non, ça c'est celui d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fait 7000 vues sur mon vlog d'hier. Bon, bah écoute, je suis content. Pourtant si tu reviens un an en arrière, je faisais 10-12 000. Mais pourquoi? Bah parce que les gens regardaient plus. Pourtant, je fais toujours les mêmes vlogs, tu vois. Là, je regarde le vlog de 1h45, j'ai 13 000 vues dessus. Ça dépend des sujets, ça dépend des choses, etc. Donc, faut pas se focaliser 12 000 vues pour la FAQ. Tu vois, une FAQ, 12 000 vues. Faut pas se focaliser, en fait, que sur le chiffre, et ça te rend malade. J'ai regardé la vidéo de Chris, c'est un YouTuber qui était à la Redbox. Je le suis pas, mais j'ai vu sa vidéo qui a popé dans ma timeline. Je me suis dit, oh bah tiens, ça m'intéresse de regarder. J'ai jeté un œil, il a dit dans sa vidéo qu'il se focalisait sur les statistiques, et que ça l'avait rendu ma boule. Il dit, ouais, je passe, je sais pas moi, 50 heures à préparer une vidéo et je vois qu'elle fait moins de vues qu'une putain de vidéo React qui prend 1 heure à faire. Oui, mais c'est ça le jeu YouTube. Et moi, je l'ai compris. C'est pour ça que quand je fais des vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire ou autre, je m'inquiète pas. Pour ça que là, quand je fais des facecam, mais je sais qu'il y en a qui, ça n'a plus d'utilité de nos jours, j'ai à peine 1000 vues. Mais ça me rend pas malade. Alors que la facecam sur la paralysie du sommeil, je suis à 1300. Mais je me rends pas malade parce qu'en fait, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Le jeu, c'est qu'il y a des trucs qui intéressent plus ou moins, mais l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Et le problème d'être influenceur, et on en revient à ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à s'oublier et on a tendance à faire ce que les gens ont envie que tu fasses. Et là, je trouve que le youtubeur ou le créateur va se retrouver dans une boucle où il aura plus l'impression d'être maître de son contenu ou de lui-même. Et ça, c'est nocif, parce qu'au bout d'un moment, il va péter un câble, le youtubeur. Il va péter un plomb. Tandis que moi, je continue de faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire une vidéo React, je fais une vidéo React. Si j'ai envie de faire un podcast, je fais un podcast. Si j'ai envie de faire un vlog, je fais un vlog. Quand j'ai envie de faire une vidéo un peu plus travaillée, comme là, j'ai parlé, on va passer une nuit en forêt avec Geoffrey Miguel Anto, ça va être une nuit en forêt. Voilà. Et cette vidéo, j'ai envie de la travailler de ouf. J'ai envie de prendre plein de caméras. Je vais regarder d'autres vidéos sur YouTube pour me faire une idée sur comment
je devrais tourner le truc, rendre ça intéressant, etc. Mais je sais que c'est une vidéo qui va pas forcément beaucoup marcher. Parce que c'est pas le genre de vidéos sur ma chaîne qui font beaucoup de vues. Et pourtant, je vais y passer un temps pas possible à la faire, cette vidéo. Je vais y passer beaucoup de temps à la faire, à la préparer, à la monter, à la tourner. Cependant, j'ai envie de le faire. Même si ça fait moins de vues, m'en fous, j'ai envie de le faire. Donc voilà comment je réagis. Donc ouais, être influenceur, c'est pas si facile que ça. C'est pas si pratique. Enfin, j'aime pas le mot pratique, mais c'est pas si évident. Il y a beaucoup de mauvais côtés qui sont pas forcément mis en avant parce qu'on vous montre les paillettes, les voyages à Dubaï, etc., etc. Mais c'est pas si évident que ça, et c'est pas si facile de l'être non plus. On devient pas influenceur en disant tiens, je vais créer un compte Instagram, je vais devenir influenceur. Non, moi j'ai eu de la chance parce que voilà, j'ai eu l'idée de faire créer une chaîne YouTube en 2016. Donc c'était c'était mon idée. J'ai dit la maman des enfants cherchait un forum, et je dis écoute, maintenant c'est YouTube, tu devrais essayer de créer une chaîne YouTube. Elle savait pas faire, donc j'ai créé la chaîne. Après elle m'a dit oui mais les vidéos. J'ai dit t'inquiète pas, je vais apprendre à faire des vidéos. Donc j'ai appris à tourner, à monter, à rendre, à envoyer sur YouTube, à faire etc etc. Et cette communauté qui s'est créée, souvent les gens me disent ouais t'as volé la communauté, mais j'ai volé quoi en fait? J'étais présent depuis 2016 en vidéo, je travaillais à monter les vidéos, je travaillais à les préparer, à les publier, à faire la comptabilité, à faire les factures, à trouver un network, à trouver des partenariats, à gérer les partenariats, etc., etc. Alors, je dis pas que j'ai tout fait, absolument pas, attention. Je dis pas que j'ai tout fait, mais il faut pas oublier une chose, c'est que j'étais derrière pendant des années et j'ai poussé pour que ça fonctionne, j'ai donné tous les efforts que je pouvais pour que ça fonctionne, à travailler jour et nuit, à gérer les scandales, à gérer les haters, à gérer tout ça, qui sont là depuis 2016, hein, les haters. Là, c'est mon petit mot pour la fin, mais ils sont là depuis 2016. Et de 2016 à 2020, j'ai fait office de bouclier volontairement. J'ai pas été forcé, mais j'ai fait office de bouclier à la haine. Et en effet, en 2020, quand on s'est séparés officiellement et que j'ai lancé ma propre chaîne YouTube, oui, il y a des gens qui ont décidé de me suivre. Mais si j'avais écrit une chaîne YouTube pour faire du gaming, personne ne m'aurait suivi. Derrière, j'ai continué les vidéos. J'ai fait 2 vidéos par jour, etc. Les facecam, je me suis lancé sur Twitch, etc. pour faire perdurer le truc. Pour faire perdurer aussi longtemps que je puisse le faire, tu vois. Ou que j'ai envie de le faire. De l'autre côté, malheureusement, c'est pas méchant, mais j'en avais parlé plusieurs fois avec Maëva. Et je lui dis, t'es en train de lâcher, elle dit, j'ai plus envie, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça. Alors qu'elle avait entre ses mains des sites internet qui fonctionnaient du tonnerre, elle avait une chaîne YouTube qui fonctionnait très bien, plus que même les autres influenceuses. Il y avait encore un bon nombre d'abonnés et tout ça, un bon nombre de vues et tout. Mais c'est du travail, c'est compliqué, et gérer tout seul la haine, je sais ce que c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, c'est un métier qui est pas si évident que ça, qui est pas si facile que ça, et je pense qu'il faut être sacrément accroché pour le faire, et avoir une sacrée motivation et volonté, parce que c'est jamais simple de se mettre à travailler. Voilà, il y a des jours où t'as pas envie d'allumer la caméra, et tu dis mais je suis mon propre patron, merde. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si t'as une famille à nourrir, si t'as des choses à faire, tu peux pas te permettre de créer du contenu une fois de temps en temps juste pour donner un petit peu de graines à ceux qui te regardent et puis de te balancer un partenariat sur la gueule. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Donc tout le monde ne devient pas influenceur, tout le monde ne peut pas devenir influenceur, et tout le monde ne supporte pas d'être influenceur. C'est la réalité de ce métier. Voilà, j'espère que ce long podcast vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne nuit, peu importe. Des bisous, salut.